Salut tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette 21e chronique hebdomadaire avec bien sûr Jacob Cohen. Bonsoir Wally, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et puis on va essayer de dialoguer. L'actualité est chargée. Très très bien, merci Monsieur Cohen encore une fois de votre disponibilité et votre ponctualité. Alors les amis, comme d'habitude, je vous rappelle les règles, vous partagez un maximum, vous tapotez pour ceux qui sont sur TikTok. Il y a la possibilité d'interagir avec nous, je vais vous mettre le lien en commentaire. Et on va commencer l'actualité donc avec cette visite donc de Trump au Moyen-Orient et je vais vous passer un petit passage de son discours qu'il a tenu en Arabie Saoudite. Alors une petite seconde que j'arrive à vous mettre ça à l'écran. Là. Hop, voilà. Là. Partage là. Tic. Est-ce qu'on va y arriver? Là. Voilà. Partager. Nous avons Trump à l'écran. Vous voyez Monsieur Cohen à l'écran? Oui, très bien, oui. D'accord, donc voilà. Et je vais mettre la lecture. The transformations have been unbelievably remarkable. Before our eyes, a new generation of leaders is transcending the ancient conflicts of tired divisions of the past and forging a future where the Middle East is defined by commerce, not chaos, where it exports technology, not terrorism, and where people of different nations, religions, and creeds are building cities together, not bombing each other out of existence. We don't want that. And it's crucial for the wider world to note this great transformation has not come from Western interventionists or flying people in beautiful planes giving you lectures on how to live and how to govern your own affairs. No, the gleaming marvels of Riyadh and Abu Dhabi were not created by the so-called nation builders, neocons, liberal nonprofits like those who spent trillions and trillions of dollars failing to develop Kabul, Baghdad, so many other cities. Instead, the birth of a modern Middle East has been brought by the people of the region themselves, the people that are right here, the people that have lived here all their lives, developing your own sovereign countries, pursuing your own unique visions and charting your own destinies in your own way. It's really incredible what you've done. In the end, the so-called nation builders wrecked far more nations than they built, and the interventionists were intervening in complex societies that they did not even understand themselves. They told you how to do it, but they had no idea how to do it themselves. Peace, prosperity, and progress ultimately came not from a radical rejection of your heritage, but rather from embracing your national traditions and embracing that same heritage that you love. Alors, hop. Alors voilà Monsieur Cohen, Oui, donc je vais m'arrêter là, où il y a oui, suffisant. non, mais on a l'essentiel du discours, hein. Voilà, alors si vous pouvez quand même, Monsieur Cohen, parce qu'à l'écran, c'est vrai qu'on a la traduction, mais pour ceux qui nous écoutent sur TikTok, si vous pouvez un petit peu résumer en quelques mots la teneur de son discours. Bon, en fait, il fait la promotion du développement pacifique de la région, sans intervention extérieure, sans menace, en respectant la tradition de ces peuples,
en ne les forçant pas à prendre des mesures ou à suivre comment dire, des voies qui ne les concernent pas. C'est-à-dire, c'est vraiment le respect des traditions, des coutumes, bâtir des nations modernes sans interventionnisme. Voilà, donc c'est un appel pacifique, disons, enfin, je pense avoir dit l'idée essentielle. Bon. Eh bien, c'est une très belle opération de propagande. Voilà, c'est vraiment l'exemple du double discours. Bon, d'ailleurs, enfin, il fallait pas s'étonner que dans l'assistance, il y avait le MBS, Mohamed Ben Salman, qui s'est levé en applaudissant frénétiquement, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Bon, en soi, le discours, il est très bien, il n'y a rien à dire. Mais, comment dire, enfin, je vais vous montrer pourquoi c'est un discours hypocrite. C'est un discours qui caresse les bons pays arabes, ceux qui sont fidèles à Washington, dans le sens du poil. Et d'ailleurs, il a obtenu d'eux pas mal de centaines de milliards. Ça aussi, il faut l'Arabie saoudite, le Qatar, etc., se sont engagés à acheter pour des centaines de milliards d'armements ou bien d'investir pour des centaines de milliards aux États-Unis. Donc, c'était un voyage très fructueux pour les finances américaines. Alors, pourquoi je dis que c'est un discours hypocrite? Pour deux raisons, principalement. Pendant qu'il dit aux Arabes du Moyen-Orient, enfin aux monarchies du Moyen-Orient, pendant qu'il leur dit vous avez raison de vous développer sans pression, selon vos traditions, dans la paix, etc., etc., il lance des menaces contre l'Iran. C'est-à-dire, il dit aux Iraniens, attention, si vous continuez à vous développer dans l'énergie nucléaire, vous allez avoir des problèmes. Si vous ne livrez pas, si vous ne vous débarrassez pas de vos usines comment dire, où on fait de la recherche, où on développe l'énergie civile, pacifique, nucléaire, l'uranium enrichi, il faut le déplacer dans un autre pays, etc. Donc, c'était des menaces à peine déguisées vis-à-vis de l'Iran pour se soumettre au diktat des Yankees. Voilà. Alors que les monarchies, parce que bon, les monarchies, elles ont fait la paix avec Israël sans obtenir de concessions. Bon, l'Arabie saoudite le fera d'ailleurs, ça, il n'y a pas de doute. Et donc, ce sont de bons pays, ce sont de bons États qui ne demanderont jamais rien qui puisse gêner l'impérialisme américain. Mais par contre, le discours sur l'Iran, il est très dur. Il y a vraiment, avec même des menaces à peine voilées, et donc, c'est-à-dire que les Iraniens ne bénéficient pas de la même mansuétude, de la même liberté de se développer selon leurs traditions, etc. Bon, ça d'une part. Deuxièmement, évidemment, il ne va pas dire. C'est en fait la paix dans son esprit, d'ailleurs, comme il l'a fait pendant son premier mandat, c'est-à-dire les normalisations, avec quelques monarchies
les monarchies du Golfe et la monarchie marocaine, ce sont des accords de soumission à la Pax Israelana. C'est-à-dire, voilà, vous allez faire la paix avec Israël, mais ce n'est pas la paix juste avec des concessions mutuelles, dans le respect du droit international, dans le respect des résolutions. Non, 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 non. Vous allez vous soumettre au diktat sioniste, vous acceptez la domination idéologique, politique, sécuritaire d'Israël, et c'est comme ça que vous allez vivre. C'est ça la normalisation. Et les Arabes se sont les signataires de la normalisation se sont soumis à ce schéma. Donc il y a en fait le discours, ça c'est un peu, je ne sais pas si les Arabes qui étaient dans la salle y ont cru, peut-être, mais bon, de toutes les façons, ils n'avaient pas envie d'entendre et ils ne sont pas dans la capacité d'entendre un autre discours. C'est-à-dire, eux, ces monarchies, principalement les monarchies et l'Égypte, sont habitués à se soumettre, à accepter le statu quo, à accepter la domination israélienne. Voilà, c'est-à-dire, c'est un fait acquis. C'est fini. Voilà. La Palestine, bon, ils se contenteront, l'Arabie Saoudite se contentera de quelques déclarations de bonne volonté. Par exemple, Netanyahou leur dira je vous promets qu'on fera tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un État palestinien. Bon, par exemple. Et ils s'en contenteront. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, Trump a dialogué avec le terroriste numéro 1, le terroriste islamiste numéro 1, dont j'ai reproduit l'avis de recherche et la récompense de 10 millions de dollars qui était sur sa tête il y a seulement quelques mois. Et aujourd'hui, il est devenu quelqu'un de très respectable. Il a mis un très beau costume bleu avec une cravate, etc., de belles chaussures noires bien cirées, la barbe bien taillée, et il l'a reçu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Entre autres, il lui a dit il faut normaliser les relations avec Israël. C'est-à-dire il faut aussi entamer un processus de normalisation. Or, le processus de normalisation avec la Syrie, à la limite, l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, l'Égypte, ils n'ont pas de problème de frontière avec Israël. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, les monarchies du Golfe, la monarchie marocaine, l'Égypte, n'ont pas de problème de frontière avec Israël. Et donc, à la limite, s'ils signent, quand ils signent la normalisation, ils abandonnent l'État palestinien. Voilà. Et ils acceptent que Al-Quds, Jérusalem, soit judaïsé. Voilà, ils l'acceptent. Implicitement, tacitement, ils l'acceptent. Voilà. Par contre, la Syrie a quand même le Golan qui a été conquis en 1967 et le reste du Golan qui a été pris au nouveau régime syrien. C'est-à-dire que quasiment Israël a doublé la superficie des conquêtes territoriales en territoire syrien. S'il y a une normalisation, ça veut dire que le nouveau régime syrien, de toute façon, il n'a pas le choix, le nouveau régime syrien. S'il veut que l'Amérique lève les sanctions, lui rend, parce que c'est quand même, vous savez que les Américains se sont accaparés de l'exploitation pétrolière au nord-est de la Syrie et sont des voleurs. Ils volent le pétrole syrien depuis 15 ans. Bon. Et donc, ils vont entrer dans un marchandage. Enfin, il ne faut pas rêver.
la normalisation à laquelle va se soumettre le nouveau calife de Damas, cette normalisation va être la reconnaissance des conquêtes territoriales du Golan syrien par Israël. Ou bien Israël leur dira, bon, on discutera. Voilà. Ça veut dire, voilà, mais en fait, quand l'Égypte a signé la paix avec Israël en 1979, elle a récupéré quand même tout le Sinaï. Et l'Égypte n'a pas perdu 1 centimètre carré de son territoire. Elle a tout récupéré. Et donc, bon, à la limite, on peut dire que la paix que l'Égypte a signée lui a été favorable. C'est-à-dire, elle a récupéré tous les territoires qu'elle avait perdus. Par contre, la Syrie, s'il y a des pressions pour qu'elle normalise, et peut-être que le nouveau régime ne pourra pas échapper à cette pression. Parce que, bon, il y a les sanctions. Donc, si on lève les sanctions, etc., s'il est allé rencontrer Trump en Arabie Saoudite, j'imagine qu'il était prêt à. Enfin, il connaît le rapport de force. Et donc, il ne faut pas rêver. Enfin, je veux dire, Israël n'abandonnera jamais le Golan. Les Arabes doivent savoir, le discours de Trump, c'est un discours, c'est le porte-parole du régime sioniste. C'est-à-dire, il leur dit, vous allez normaliser avec Israël, mais il ne faut pas rêver. C'est-à-dire, Israël a pris les territoires qu'il a pris, il étrangle l'autorité palestinienne, la Cisjordanie, il prendra possession de Gaza, mais c'est ainsi. Voilà. C'est-à-dire, voilà les conditions. Vous n'avez pas à ouvrir la bouche. Voilà. À la limite, on peut vous faire des promesses. Voilà. Et les Arabes, ils aiment bien les promesses. Enfin, les dirigeants arabes. Je ne parle pas des Arabes. Vous comprenez, quand je dis les Arabes, ça veut dire les dirigeants. Voilà. Ils peuvent très bien se contenter. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite, elle peut se contenter d'une promesse comme quoi il y aura un État palestinien, etc. Donc, voilà à peu près. Bon, je voudrais aussi, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais finir avec la visite de Trump au Moyen-Orient. On a beaucoup glosé. D'ailleurs, moi, je suis assez surpris. Il y a vraiment des gens très instruits sur la question, très bien informés. Et je suis surpris de constater à quel point, ils ont rêvé, je ne sais pas, moi je suis vraiment, ils rêvent, ou ils ont rêvé, ou ils ont fantasmé d'un divorce entre l'Amérique et Israël. Parce que Trump n'est pas allé en Israël. Bon, il est allé dans les 3 monarchies, et puis il est parti. Bon. Bien sûr, il peut y avoir quelques frictions entre 2 alliés stratégiques très, très liés que sont Israël et l'Amérique. Voilà. Donc, Trump peut très bien, le régime américain peut être, gêné ou énervé par le comportement de Netanyahou. Très bien, bon, d'accord. Mais il n'ira jamais jusqu'à lui mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, par exemple, il ne lui dira jamais « j'arrêterai de fournir des armements », ou bien le soutien diplomatique. Et de toutes les façons, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 2 choses à propos de Netanyahou que j'aimerais dire. D'abord, Netanyahou, il a été élu et il a une majorité confortable. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, il n'était pas au pouvoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période. Hein. Bon, il y a 2 ans, à peu près pendant 2 ans, ce n'était pas lui qui était Premier ministre. Il avait perdu le pouvoir. Il y a eu d'abord Bennett,
et il y a eu Lapid. Bon, donc des gouvernements, entre guillemets, modérés. Bon. Donc Netanyahou n'est pas éternel. Netanyahou, on a l'impression, on veut donner l'illusion ou l'impression que c'est quelqu'un qui s'accroche, bien sûr, il s'accroche au pouvoir, mais selon les règles constitutionnelles. Il y a 2 ans, il y a eu une élection, il a formé une coalition. Si les autres, si Lapid ou Bennett avaient pu former une coalition, ils l'auraient fait. Comme cela s'est passé il y a 4 ans. Et ils avaient mis Netanyahou out. D'accord? Donc, c'est pas, Netanyahou n'est pas là tout le temps, etc. Donc, Netanyahou, aujourd'hui, en Israël, quand on a une majorité de 64, 65 sur 120, c'est considéré comme un gouvernement très fort, très stable. Et donc, il est inamovible. Il a une majorité qui est solide et qui le soutient et qui n'a pas envie, et rien ne pourrait le faire bouger de sa position, d'une part. Deuxièmement, j'aimerais vous dire ceci, c'est qu'il y a par exemple, il y a des gens qui se gargarisent, ils mettent des vidéos des anciens premiers ministres israéliens, comme Ehud Olmert ou Ehud Barak, qui disent « Oh là là, Netanyahou, c'est terrible, il fait du mal à Israël, etc. » Bon, mais c'est de bonne guerre. Mais en fait, Netanyahou n'est que l'expression de l'État profond sioniste qui est arrivé dans cette logique impériale et qui ira de plus en plus vers cette logique fascisante, impérialiste, fasciste. Elle était prévue, elle était dite depuis 30-40 ans. Voilà. Seulement, aujourd'hui, elle est venue à une vitesse extraordinaire et elle a pris des proportions assez cruelles. Voilà. Et donc, si la disparition, si vous voulez, un échec de Netanyahou, s'il survient, on ne sait jamais, mais dans 2 ans, voilà. Eh bien, ça ne changera rien du tout à la politique sioniste au Proche-Orient. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on a signé, enfin presque, ça fait 80 ans que la gauche, enfin en 48, de 48 à 78, la gauche était au pouvoir. Et quand je dis la gauche, ce n'est pas la gauche d'aujourd'hui, la vraie gauche. D'accord? Bien. Et le sionisme était exactement la même chose. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y a une fraction de plus en plus importante de messianistes, de religieux, d'extrémistes religieux, de fascistes. Et ça, c'est une nouveauté qui de toutes les façons, avec ou sans Netanyahou, sera de plus en plus importante. Donc, c'est une composante avec laquelle il faut compter dorénavant dans la société israélienne. Et ces gens de gauche, ce sont eux qui ont permis l'expression de cette frange extrémiste qui aujourd'hui représente entre 20 et 30% facilement et qui, je le répète, parce qu'ils font entre 6 et 12 enfants par famille, et donc forcément, elle va prendre de plus en plus d'ampleur. Voilà, s'il y a des questions. Oui, Monsieur Cohen. Alors moi j'avais une question concernant le discours là qu'on a vu tout à l'heure Oui. en début d'émission. Il a parlé donc il a parlé d'une comment dire il a vanté un petit peu la politique menée dans ces pays, le fait que ces pays se soient développés et tout ça. Et il a aussi parlé de souveraineté. Est-ce que il n'y a pas un petit peu de, comment dirais-je, de manipulation dans son discours quand il dit que ces pays-là sont souverains? Bon, d'abord, il faut que je répète une chose à propos de Trump. C'est un Yankee. Voilà. Donc, pensez toujours, Trump est un Yankee. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un Yankee?
c'est un impérialiste. Donc, il y a dans l'ADN du pouvoir américain cet élément de domination et d'impérialisme qui l'aurait, comment dire, qui fait partie de leur être depuis qu'ils ont été créés. C'est-à-dire, c'est un peuple qui s'est créé sur l'expansion, la domination, l'extermination, la guerre. Je vous rappelle une chose, que dès le 19e siècle, je ne sais pas si vous connaissez la doctrine Monroe, Monroe était un président ou un secrétaire d'État, je suis désolé si je me trompe, soit un président, soit un secrétaire d'État, qui avait dit déjà au 19e siècle que tout ce qui se passe en Amérique, c'est-à-dire en Amérique centrale et en Amérique latine, cette région-là, c'est l'arrière-cour des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont les maîtres de ce qui se passe là-bas. Et après, ils ont étendu, par exemple, ils ont chassé les Espagnols de Cuba et du Mexique, ils sont allés faire la guerre aux Philippines, etc., pour étendre leur influence. Donc, et combien de gouvernements ils ont renversé? Des dizaines et des dizaines de gouvernements depuis le 19e siècle. Ils ont renversé des gouvernements iraniens de Mossadegh. Enfin, donc, en fait, quand ils parlent de souveraineté, c'est juste des mots. Voilà. C'est de l'arnaque, c'est de la propagande. Et c'est malheureux que l'Assemblée des Arabes se soit mise debout pour applaudir à leur soumission. Il se fout de leur gueule. Il leur dit, vous êtes des pions à mon service. Vous êtes des pions. Vous ne pouvez pas bouger votre n'importe quoi sans que je vous tape sur les doigts si vous le faites mal. Voilà. En fait, Trump est retourné aux États, enfin, il est parti aux États, en Arabie Saoudite, au Qatar et à Abu Dhabi pour leur dire maintenant vous allez marcher droit. Voilà. Ce discours, c'est juste pour enrober. Voilà. Mais c'est ça, enfin, c'est ça la politique. C'est l'hypocrisie dans son essence totale, absolue et manifeste. Il leur dit la souveraineté, mais quelle souveraineté? Est-ce que l'Arabie Saoudite peut être souveraine, peut être indépendante? Mais ils ont la trouille de ce pays. Le Qatar a la trouille, Abu Dhabi a la trouille. Donc, ce sont des pays qui vivent dans la trouille d'être renversés, d'être attaqués, etc. Quand ils voient ce qui est arrivé à Kadhafi, à Saddam Hussein, etc., eh bien, ces pays, ils ne doivent pas dormir tranquilles. Hein. Moi, MBS, il doit avoir la trouille, je ne sais pas combien de fois par jour. Très bien, merci Monsieur Cohen pour votre réponse. Alors j'avais 2 intervenants, un sur TikTok et un sur YouTube. Je vais commencer par, Monsieur Fred, sur TikTok. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous entend. Bonsoir, Monsieur Cohen. C'est toujours un plaisir de participer, d'assister à vos lives avec le hôte, hein, qui est également très très sympa aussi. C'est vrai que bon, moi je vais me présenter, Monsieur Cohen, et également Watt. Je suis algérien de parents et d'arrière-grands et de parents et d'arrière-grands-pères, de grands-parents, voilà, pour ainsi dire. Et je suis né en France, donc actuellement je suis citoyen français. Je me sens mal considéré, je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été dans le sens historique, hein, historique, plus bien. Parce que je descends dans une famille de martyrs, de Chouada. Bon, ceci étant, Monsieur Cohen, ma question est très très simple. Ce que je veux dire par là, c'est une honte totale, ce qui se passe actuellement. De toute façon, ça a toujours été des harkis, hein, les Émirats et tout ce qui s'ensuit. Et je suis très très heureux. C'est pour ça que j'ai commencé par mes origines en tant qu'Algérien. Ils sont à soumission totale. Et je vous le confirme, Monsieur Cohen.
ceci étant, l'Algérie est en danger par rapport à ses prises de position. Moi, je fais partie enfin, je sais même pas comment je dois me qualifier, soit diaspora, soit je ne sais pas, parce que je suis dans un flou total. Quoi qu'il en soit, moi, en tant que citoyen français d'origine algérienne, je soutiens intégralement la politique actuelle du président algérien. Parce que j'ai honte, Monsieur Cohen, je vous mens pas, j'ai honte. Bon, d'ailleurs, je vais être très clair et très bref. Je suis pas arabe, je suis musulman berbère. Moi, je suis de Chaoui. Mon Alors, père, il est né en Vietnam. alors s'il te plaît, Aldo Fred, si tu peux aller au bout et poser ta question. Merci pour ta. Non, attends. Merci pour ta présentation. Mais va à l'essentiel, s'il te plaît. Monsieur Cohen est à l'écoute. Hein, donc, pose ta question, s'il te plaît, parce qu'il y a du monde aussi derrière qui voudrait prendre la parole. Merci. Bien sûr, absolument. Et je m'en excuse. Donc, ce que je voulais dire par là, Monsieur Cohen, c'est que ce qui se passe actuellement, vous l'avez bien résumé, je ne vais pas répéter ce que vous dites, c'est une honte totale, c'est une soumission totale par rapport à Donald Trump et les pays du Golfe. Voilà, tout simplement. Et je soutiens votre thèse, je la soutiens parfaitement. Et ce sont que des gens, en fait, ils sont même pas considérés. Voilà, tout simplement. Je laisse la parole et je m'en excuse. Donc, il n'y avait pas de question au final. Non, j'allais dans la continuité de ce qu'il disait M. Cohen. Bon, très bien. Merci, Aldo. Je t'en prie. Excellente soirée à toi. À bientôt. Merci. Je suis à l'écoute. Merci. Je vais donner la parole à Arsenic qui est avec nous sur YouTube, qui lui aura certainement une question pour vous, Monsieur Cohen. Arsenic, tu nous entends? Il faut ouvrir le oui, micro, oui. Voilà, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, Altitude. J'espère que votre coup de froid est rétabli, Monsieur Cohen. Je suis inquiet pour votre âge. Merci. Alhamdoulilah, voilà comme on dit chez nous. J'espère que tout va bien. Et je voulais répondre à l'intervenant précédent. Je suis chaoui, je voulais dire une chose en chaoui. Voilà, voilà, ça c'était pour lui répondre. Oui, non, j'ai parlé en chaoui, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je voulais poser une question à monsieur Cohen, parce que je n'ai pas sa connaissance au niveau de la géopolitique. C'est une personne qui est très, très affûtée, et j'espère qu'elle me donnera la réponse. La réunion qu'il y a eu au niveau des pays du Golfe, hein, on est d'accord, monsieur Cohen. Voilà. Je crois que Trump a récolté plus de 3000 milliards de dollars. On est d'accord? Moi, je croyais que c'était, je sais pas, quelque chose comme. Non, c'est officiel, je vous assure. Hein. Non, c'est officiel. Vous pouvez contrôler. Donc, monsieur Attitude, il peut contrôler. Il n'y a pas de souci. Plusieurs centaines de milliards, d'accord. Non, 3000, je vous assure. En tout, hein, avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, en tout, hein, dans la globalité, on est bien d'accord des pays du Golfe. 3000 milliards de dollars, plus de 3000, hein, et encore, c'est pas terminé. Moi, ça me fait penser en 2020. Pour préciser, Arsenic, il faut juste préciser, ce sont des investissements sur plusieurs années. Hein. Non, mais c'est du baratin. Justement, j'en viens parce qu'en 2020, Trump avait fait un déplacement. Il avait joué du sabre. Vous vous rappelez, en Arabie Saoudite, il avait récolté 600 milliards de ventes d'armes avec l'Arabie Saoudite. Les armes, on les a jamais vues, puisque l'Arabie Saoudite s'est pris une raclée contre les Houthis. Hein. Non, je pense que ces monarchies-là sont au tapin, ce sont des tapins. Trump vient, il leur réclame de l'argent et ils vont cracher le pognon. Et moi, ce qui m'a désolé, M. Cohen, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que pendant cette réunion, écoutez bien, M. Cohen, le mot Palestine n'a pas été prononcé une seule fois. Pas une seule fois. Vous comprenez ou pas? Voilà. Donc, ces gens-là me débectent. Voilà. Donc, j'aimerais avoir votre avis. Merci, M. Cohen. Je crois que j'ai donné mon avis, mais de manière peut-être pas directe, parce que la question n'était pas posée comme ça, mais j'ai laissé entendre que
toute paix, tout accord, toute normalisation entre le régime sioniste et les monarchies, tout accord, toute paix se faisait, toute normalisation se faisait en acceptant la domination, le suprémacisme sioniste sur la région et l'abandon de toute prétention à l'application du droit international, à la récupération des terres conquises militairement parlant, à la renonciation d'Al-Quds, de l'État palestinien, etc. Donc, je crois l'avoir dit, mais peut-être pas de manière aussi franche, mais je le répète, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à négocier pour les pays arabes qui ont normalisé ou qui normaliseront. Je vise la Syrie, j'ai évoqué la Syrie, le nouveau régime syrien. Elle va normaliser la Syrie, vous le savez. Hein, elle va normaliser. C'est officiel. La Syrie va normaliser avec l'entité sioniste. Donc, ce qu'elle va dire, bon, ben voilà. Donc, c'est clair, ça va être une région comme le Maroc, comme voilà, une région soumise. Voilà, c'est-à-dire que même en normalisant, le régime syrien acceptera de ne pas exiger la récupération des territoires syriens occupés. Voilà. Et donc, il y a effectivement la reconnaissance d'un patron sioniste sur la région. Voilà. Si vous me permettez, surtout que le régime syrien est dirigé par un ancien de Daesh. Enfin, bon, bref, on passe à autre chose. J'avais encore une autre question à vous poser. C'est sur les promesses faites par M. Trump sur la prochaine, comment dire, la proclamation de l'État de Palestine. On sait très bien que c'est du vent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a dit au conditionnel, on va reconnaître l'État palestinien si la résistance est absente, si, voilà, grosso modo, si Mahmoud Abbas, voilà, tient les rênes. On sait très bien que, voilà, donc c'est de la chimère. Voilà, donc, voilà, vous en pensez quoi de ça? Alors, je vais élargir la considération sur la création d'un État palestinien. Il se peut que la France le fasse au mois de juin. Et je l'ai déjà dit, je le répète, cela ne servira à rien. C'est-à-dire, c'est une reconnaissance, comme on dit, formelle. C'est-à-dire, voilà, j'ai dit, OK, je reconnais. Bon, et après, ça ne donne aucun... Vous savez qu'il y a déjà 150 États ou pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Bien. Or, tant que cette entité palestinienne, la Cisjordanie, l'autorité palestinienne, est contrôlée par le régime sioniste, il ne peut pas y avoir d'État palestinien puisque le territoire est sous contrôle. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'il existe, pour permettre la création d'un État palestinien indépendant, qui soit libre, maître de son territoire, il faut dégager l'occupant. C'est logique, c'est la moindre des choses. Or, si vous reconnaissez un État, enfin, une entité territoriale, vous dites, je reconnais cet État palestinien, mais si vous ne faites rien pour enlever la domination réelle, physique, du patron, du maître sioniste, qui contrôle les frontières, qui contrôle l'espace aérien, qui contrôle les ressources hydrauliques, qui contrôle tout, comment peut-on parler d'un État palestinien indépendant? C'est une fumisterie, c'est une façon de manipuler les Arabes et de leur faire croire qu'on s'occupe de vous. Voilà. Mais en fait, c'est une arnaque. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. Ils pensent, ah oui, oui, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas bien du tout. Voilà. Il faut prendre des mesures concrètes. Voilà. Et tant qu'on permettra aux Israéliens d'occuper la Cisjordanie, de la contrôler. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. La Norvège a reconnu un État palestinien au début de la guerre de Gaza.
D'accord? Bien. L'ambassade de Norvège à Tel Aviv avait chargé 3 de ses diplomates d'avoir des contacts avec Ramallah. Donc, ils allaient régulièrement à Ramallah et ils faisaient une espèce de, comment dire, de lien diplomatique entre la Norvège et Ramallah. Voilà. Eh bien, lorsque la Norvège a reconnu l'État palestinien, les Israéliens ont dit aux diplomates norvégiens, vous n'avez plus le droit d'aller à Ramallah. C'est moi le patron, donc je vous interdis d'aller à Ramallah. Et voilà, et donc l'occupant sioniste a coupé tout lien physique, diplomatique, entre l'ambassade de Norvège à Tel Aviv et l'autorité de Ramallah. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne est un État palestinien fictionnel. C'est une fiction, c'est une illusion. Voilà. Et malheureusement, cette illusion est entretenue par le monde entier. Pourquoi? Pourquoi il est entretenu depuis 30 ans par la France, par l'Amérique, etc. Pourquoi Mahmoud Abbas est accueilli comme un président, mais un président bidon? Pourquoi? Parce qu'il joue le jeu. Il joue le jeu de l'occupation. Il joue le jeu de faire croire qu'il peut y avoir un État palestinien. Entre-temps, ça laisse aux Israéliens le temps de faire main basse sur la Cisjordanie. Je vous rappelle qu'au moment de la signature des accords d'Oslo, il y avait peut-être 50 000 ou 80 000 colons. D'accord? Il n'y a même pas, peut-être 100 000 maximum. Aujourd'hui, ils sont 900 000. Donc, les accords d'Oslo ont permis, presque légalement. Pourquoi légalement? Parce que les accords d'Oslo, dans les accords d'Oslo, les Palestiniens, l'autorité palestinienne a donné généreusement 60% de la Cisjordanie. Elle a mis 60% de la Cisjordanie sous l'autorité d'Israël. Entendez bien ça, d'accord? Voilà. 60% de la Cisjordanie ont été remis par l'autorité palestinienne de l'époque, par Yasser Arafat. Il leur a dit, voilà, 60% sont sous votre souveraineté. Donc, et tout ça, ça a permis, il faut voir ce qui se passe dans cette région-là, qui est sous souveraineté israélienne. Il y a 5 ou 6 villes de presque maintenant 100 000 habitants, pas loin de 100 000 habitants chacune. Donc en fait, aujourd'hui, il y a quasiment un Israël qui vit là-bas, avec ses routes, avec tout, ses universités et tout et tout. Et comment voulez-vous, s'il n'y a pas de plan pour extirper ces forces d'occupation, mais un État palestinien, c'est juste bidon. C'est une façon d'endormir les Arabes et même les Arabes en profitent d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ils jouent sur cette fiction comme quoi un État palestinien existe, enfin, ou qu'il pourra exister. Voilà. Très bien, merci. Alors Arsenic, je t'ai descendu, mais si tu veux remonter, tu me fais un petit message dans le chat privé, poser une question, je te redonnerai la parole. J'ai quelqu'un qui est sur TikTok avec nous, Spartan. Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Cohen. Merci à Titi de me donner la parole. Alors moi, j'ai apprécié l'introduction là. Moi, je vais essayer d'être rapide sur la question. Vous avez dit que même s'il n'y a pas Netanyahou au gouvernement, comme la gauche est pratiquement inexistante, rien ne changera. Alors moi, vous avez souligné également la soumission des pays arabes. Est-ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui avec Trump à la mise en route du Grand Israël, le projet messianique, en sachant que Trump est très près des évangélistes et ils attendent le retour du Messie. Et ma deuxième question, en France aujourd'hui, avec la ministre Aurore Berger, ils sont en train de travailler sur une loi
qui va passer en juin sur le fait qu'on ne pourra plus critiquer le sionisme ni critiquer l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut se référer, comme certains le pensent aujourd'hui, à la résolution 3357, je crois, des Nations Unies, qui définissait déjà à l'époque le sionisme comme du racisme? Merci. Merci à toi. Je vais commencer par la deuxième partie. La deuxième question. Bon, effectivement, il y a eu une résolution des Nations Unies qui date de 1973. Je peux me tromper d'un an ou deux, hein, mais il y a eu une résolution, comment dire, assimilant les sionismes au racisme. Voilà. Mais cette résolution a été, comment dire, abandonnée 30 ans plus tard. Je crois que c'était après les accords d'Oslo, dans les années 90. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà, cette résolution a été abandonnée, donc elle n'a plus cours. Voilà. Mais la semaine dernière, c'était la semaine dernière que j'ai parlé de l'IHRA. Oui, effectivement. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, les taux se resserrent en Occident, en France et ailleurs, hein, dans tout l'Occident, notamment aux États-Unis, par exemple, en Allemagne, où la critique, d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, hein, comme je poste beaucoup de vidéos sur l'intervention des polices nationales dans ces pays-là, qui contrôlent, qui emprisonnent, qui jugent des protestataires, et qui aujourd'hui, la semaine dernière, bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, mais comment dire, sous couvert d'antisémitisme, toute analyse critique, l'analyse critique de type universitaire sera désormais interdite dans les universités françaises parce que en appliquant la définition de l'antisémitisme, en prenant la définition de l'antisémitisme selon l'IHRA, on entrerait toute analyse universitaire, encore une fois scientifique, des crimes israéliens commis par Israël, l'apartheid, etc., nettoyage ethnique, seront considérés comme de l'antisémitisme. Et donc, en fait, tout le. Et peut-être, ça c'est pour les universités, et peut-être qu'il y aura une loi, on est en train de la discuter, assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme de manière générale. Voilà. C'est-à-dire, en fait, il y a une toile d'araignée qui est en train de se mettre en place pour rendre impossible toute manifestation critique, que ce soit intellectuelle, universitaire, idéologique, politique, d'Israël et de sa politique. Voilà. Bon. Maintenant, mais ça m'a fait oublier la première question de l'auditeur. Ouais, il est toujours avec nous, donc il va pouvoir la reposer. Par contre, voilà. je tiens à rappeler, par exemple, Sparte, vu que tu poses la question sur ce sujet, n'hésite pas à revoir l'entretien de la semaine dernière, où effectivement on a beaucoup parlé de cette question-là. Vas-y. Voilà, si je veux bien reposer la première question parce qu'elle m'est sortie de la tête. Merci. Voilà. Alors la question, la deuxième question, c'était la première. C'était est-ce qu'on est en train d'assister avec Trump la soumission des États arabes, comme il est très proche des évangélistes, Trump à la mise en place du Grand Israël, puisqu'ils attendent, c'est un projet messianique, donc les évangélistes attendent ça avec impatience. Est-ce qu'on est en train d'assister à ça d'un point de vue réel? Alors, je crois que c'est, enfin, mon sentiment est que ce n'est pas la priorité de l'État profond sioniste. Le messianisme, le troisième temple, etc. Je crois que la première préoccupation de l'État profond sioniste, c'est d'agrandir, ce n'est pas le grand Israël. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu, enfin, j'ai jamais vu des documents ou des analyses scientifiques réclamant
l'extension d'Israël jusqu'en Irak. Enfin, je veux dire, c'est complètement irréel, irréaliste, irréel, infaisable. Voilà. Bon. Par contre, ce qui est certain, c'est que les Israéliens ont des visées sur les régions proches. Par exemple, le sud Liban, la Cisjordanie et l'autre rive du Jourdain et le Sinaï égyptien. Pas le Sinaï, c'est-à-dire comment dire, la bande côtière qui va jusqu'au sud, jusqu'à Sharm el-Sheikh. Voilà. En fait, ce sont les objectifs vitaux, enfin que l'État profond sioniste considère comme vitaux. Et il est en train de les réaliser. En tout cas, il a déjà réalisé les 2/3 de ses objectifs. Voilà. Et donc, l'Amérique, elle a, ou même l'Europe d'ailleurs, en ne faisant rien pour empêcher l'extension territoriale d'Israël, Allez-y, M. Cohen. Elle permet le renforcement non seulement territorial, mais en même temps, ce qui découle d'ailleurs de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Trump, c'est l'acceptation d'un maître sioniste au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il y a un maître. Voilà. Et le dernier à résister, c'est l'Iran qui n'accepte pas, voilà, qui ne se soumet pas, et le Yémen qui est l'allié enfin, bon, c'est le seul État qui n'accepte pas la domination sioniste sur la région. Voilà. Mais le reste du monde arabe, il accepte. Ça veut dire que, regardez par exemple, les États arabes, ils sont même pas, c'est pas qu'ils sont pas capables, ils ont peur, ils ont la trouille, comme tout à l'heure j'ai dit, des monarchies, des roitelets du Golfe, etc. Ils ont la trouille, ils sont incapables de parachuter de l'aide humanitaire, des médicaments, de la bouffe. Ils sont incapables de faire passer des avions, des camions. Et ça va jusque-là quand même. Quelle déchéance du monde arabe d'en venir, enfin, d'arriver à cela, d'assister à l'épuisement d'un peuple qu'on dit frère, qu'on considère comme frère, et qu'on soit même incapable de parachuter des vivres, d'assister à l'agonie d'un peuple, frère. Donc, c'est ça la soumission. Et on est arrivé à cet état de soumission, c'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des pays arabes, enfin surtout qui sont autour d'Israël, ils sont dans l'impossibilité de réagir. Voilà. Et donc, après, ce qui va venir après, dans 5 ans, dans 10 ans, un jour, moi, si ça continue comme ça, moi, je l'avais dit, qu'un jour, les Israéliens feront sauter la mosquée Al-Aqsa et construiront le 3e temple. Mais je pense que c'est un peu tôt pour ça. Mais un jour, il y arrive. S'ils continuent à dominer outrageusement le monde arabe, et si le monde arabe ne réagit pas, probablement qu'ils arriveront à cette extrémité. Voilà. Et là, on arrivera à ce messianisme. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, moi, c'est mon sentiment, hein, je ne crois pas que ce soit la priorité de l'État profond sioniste. Même s'il y a des groupes, bien sûr, en Israël qui en parlent et qui en font la promotion. Très bien, merci M. Cohen pour la réponse à la question de Spartan qui était avec nous. Il y a un autre intervenant sur TikTok, Délice67. Oui, bonjour. Voilà, donc bonjour Monsieur Cohen. Je vous suis sur les réseaux sociaux depuis au moins 10 ans. Vous parlez beaucoup de la soumission des peuples arabes et vous parlez des frontières qui sont fermées, mais en fait, il y a la volonté de passer l'aide alimentaire, mais les frontières sont fermées du côté israélien et les régimes arabes ne peuvent pas parachuter
des colis alimentaires parce que l'espace aérien est il est contrôlé par l'entité bleue. Donc ça, c'est discutable. Ensuite, la guerre de Gaza. Alors, la guerre de Gaza, en fait, c'est pas la guerre, mais c'est, on va dire, le génocide de Gaza. Est-ce que vous croyez que ça va causer un véritable affaiblissement économique pour l'entité bleue et également, ça va causer un rabaissement moral parce qu'en fait, personne ne respecte aujourd'hui l'entité bleue. Elle est détestée de partout. Le fait de se taire, de voir l'Occident, les pays occidentaux qui se taisent sur un génocide en direct, est-ce que cette action qui est vraiment grave, est-ce qu'on peut dire que elle signe la fin de l'Occident? Parce que là, tout à l'heure, vous parlez des universités, des lois liberticides, interdiction de parler, de s'exprimer. Est-ce qu'on n'est pas là? On est vers on s'achemine vers la fin de l'Occident, vers la fin de la culture occidentale. Parce qu'en fait, cette culture occidentale qui était considérée comme une culture des droits de l'homme, la culture supérieure, la culture qui est la meilleure, là, on voit bien le véritable visage de cette culture occidentale qui est une culture finalement qui s'est fondée sur des génocides aux États-Unis, donc en Amérique et également dans d'autres pays. Ensuite, le fait Trump il a fait des alliances avec des États arabes, 4 trillions qui ont été donnés aux États-Unis. Est-ce que dans cette alliance des États arabes, elle ne pourrait pas, à long terme, pas tout de suite, devenir une alternative à l'entité bleue, puisque l'entité bleue, elle est économiquement affaiblie et très mal vue mondialement. Et ensuite, la normalisation avec la Syrie, le fait que la Syrie normalise ses relations avec l'entité bleue, est-ce que c'est pas ça une stratégie momentanée pour avoir la paix et pour se construire le temps de renforcer, de construire son économie. Et plus tard, donc on remet le conflit pour plus tard. Alors, on va s'arrêter là. Merci, Délice, parce qu'il y a énormément de questions. Monsieur Cohen va essayer de répondre à tout ça. Alors, vous savez, c'est très difficile de parler des répercussions. Moi, sincèrement, personnellement, j'ai du mal. Voilà. C'est-à-dire, j'ai du mal à imaginer les répercussions dans 2, 3, 5 ans. Pourquoi? Parce que, vous savez, malheureusement, vous savez, moi, j'ai une vision cynique des relations internationales. Voilà, je vous le dis franchement, si vous me connaissez un peu, j'ai une vision cynique. Voilà, il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de sentiment dans les relations internationales. Il y a une jungle. Il faut être fort et malheur aux vaincus. Voilà. Et je sais aussi que les peuples ont la mémoire courte. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai, les peuples sont mobilisés sur Gaza, etc. Mais si la violence s'arrête dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois, ce que personnellement, je pense que ça va arriver, ou dans 6 mois, voilà, en tout cas, bon, à un moment donné, je ne crois pas que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Malheureusement, ça, la réalité, on passera à autre chose. C'est-à-dire, on parlera de la reconstruction de Gaza, on parlera de l'immigration de Gazaouis vers des cieux plus cléments. On essaiera d'arranger les choses, voilà. On fera oublier, on prendra ce qui est arrivé comme quelque chose. Bon, ben voilà, maintenant, on va repartir avec ce qu'on a, voilà. C'est-à-dire, bon, il y a des destructions, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on passera à autre chose. Il y aura d'autres problèmes qui surgiront ailleurs et on fera en sorte de dire oui, bon, voilà, on va les aider à reconstruire. Enfin, mais disons, le problème perdra de son acuité.
de son urgence. Et malheureusement, dans le monde, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire, on passera à d'autres problèmes et ne vous en faites pas. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que les sionistes contrôlent ce qui se passe dans les médias, dans la politique en Occident, grâce à leurs agents, à leurs sayanim, etc. Et donc, on s'arrangera pour que les médias n'en parlent pas trop, ou en parlent différemment, etc. Et bon, j'en viens à l'économie israélienne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser quelques questions, mais par exemple, il y a des désinvestissements immobiliers, il y a des désinvestissements dans le domaine technologique, c'est vrai, mais en même temps, je pense que c'est un pays, parce que c'est un pays qui bénéficie. D'abord, il a une population très dynamique, très active, par exemple sur le plan militaire, sur le plan du renseignement, sur le plan technologique, ils sont très forts. Voilà. Et donc, ils peuvent très bien rebondir. Vous savez, les pays, il y a beaucoup de pays qui commercent avec Israël et qui commercent sur le plan des armements, de la technologie militaire, de la technologie civile, du renseignement, etc. Et donc, il n'est pas certain que les relations ne vont pas reprendre. Voilà, c'est-à-dire que dans quelques mois, lorsque tout sera apaisé, puis il ne faut pas oublier une chose aussi, que Israël bénéficie du soutien financier, économique, par exemple, de l'Amérique, qui peuvent déverser des milliards dans ce pays. Donc, en fait, je peux pas j'ai pas envie de me prononcer, mais je peux pas dire qu'il y aura un effondrement économique d'Israël dans 2 ou 3 ans ou 5 ans. Ça me paraît improbable. Voilà. Dans l'état actuel des choses, ça me paraît improbable. Je ne peux pas me prononcer avec certitude là-dessus. Voilà. Je ne sais pas, j'espère avoir répondu à vos questions, enfin, sauf si s'il y a une question spécifique à laquelle je n'ai pas répondu, voilà, dites-le moi. Je vous remercie, Monsieur Cohen. Je vous en prie. Ok, très bien. Merci à vous, Délice67. Monsieur Cohen, alors, on arrive presque au terme de l'entretien, la chronique hebdomadaire. Il y avait une ou deux questions. Il y a Arsenic qui est remonté. Arsenic, si tu veux poser une question, tu me fais signe, hein, parce que je te vois, mais je ne sais pas si tu veux reprendre la parole. Il y avait une ou deux questions sur le chat. Il y en avait une en particulier que j'ai vu passer tout à l'heure. Je vais voir si je retrouve ça. Voilà. Alors, à votre avis, Monsieur Cohen, les sionistes ont-ils cassé de manière irréversible, le lien et l'entente séculaire entre juifs et musulmans? Ah oui, mais de toute façon, c'était leur objectif. C'est-à-dire, en fait, les sionistes, ils ont tout fait depuis les années 20 pour qu'il n'y ait pas d'entente entre eux et les musulmans, et même de détruire toute entente qui existerait ailleurs. Par exemple, ils sont allés foutre le bordel au Maroc, en Irak, au Yémen, là où il y avait des juifs et des musulmans qui cohabitaient. Les sionistes ne le supportaient pas. Et donc, il fallait absolument casser cette dynamique, cette entente historique. Pourquoi? Pour dire au monde, d'abord, pour favoriser l'immigration de ces juifs en Israël. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de juifs yéménites, marocains, irakiens qui sont partis en Israël. Donc, créer cette insécurité, cette mésentente, et d'un autre côté, faire naître dans l'esprit des juifs, des pays arabes, que toute entente est désormais impossible entre juifs et musulmans. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont réussi.
impeccablement. Enfin, moi, c'est une réussite exceptionnelle. Quand je vois les juifs marocains d'origine marocaine, ils ont totalement oublié ce qu'ils ont vécu au Maroc. Donc, en fait, le sionisme a fait en sorte de rendre irréversible toute existence possible entre juifs et musulmans. Parce que le sionisme a besoin de l'antisémitisme, de cette haine. Il veut que les musulmans autour de lui aient de la haine pour Israël. Pour dire aux Israéliens, voilà, vous savez, depuis la création du sionisme, toute la propagande sioniste à destination des Juifs, que ce soit européens ou arabes, c'est de leur dire on ne peut pas vivre en paix, ils ne nous laisseront jamais vivre en paix. Et même aujourd'hui, même avec les normalisations, etc., la propagande en Israël est telle que, moi je sais, enfin je veux dire, vous parlez avec n'importe quel Israélien, il vous dira que la paix est impossible avec les Arabes, sous-entendu les musulmans. Voilà. Et donc, en fait, l'esprit israélien, la mentalité israélienne se développe avec cette conviction, mais qui sert le sionisme. Cette conviction qu'il ne peut pas y avoir la paix. Parce que le sionisme ne peut pas vivre en paix. Il ne veut pas la paix. Voilà. Parce que ça serait la fin du sionisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut qu'il vive dans un état de guerre, dans un état de tension. Et les Israéliens vivent dans cet état depuis 80 ans. Et ils continueront à le faire. Ouais. Ils sont condamnés à vivre dans cet état parce que s'ils vivaient en paix, le sionisme se désintégrerait. Très bien, merci M. Cohen. Alors, vous avez cité le Maroc, hein, qui est gangréné un peu par le sionisme. Il y avait une question, c'était est-ce que le lobby judéo-marocain, est-ce qu'il existe, un lobby judéo-marocain qui est proche de la monarchie marocaine? Je ne dirais pas qu'il y a un lobby. Il y a quelques personnes. En tout cas, il y a peut-être, je ne sais pas, une dizaine, 20 personnes. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de lobby? Parce que la communauté juive marocaine, elle est réduite à sa plus simple expression. Il n'y a même pas de demi-juifs au Maroc. Et la plupart sont des gens vieillissants qui n'occupent aucune fonction importante. Il n'y a plus d'hommes d'affaires importants juifs. Il n'y a plus de gens qui ont des fonctions importantes dans les médias, à l'université, etc. Voilà. Ce sont les juifs marocains qui sont encore au Maroc, sont vraiment, enfin moi je les connais, enfin je veux dire, ils ont des petites affaires, etc. Et ils sont vieillissants, ils n'ont pas d'emprise. Par contre, il y a André Azoulay qui, à lui seul, il fait le travail de je sais pas moi, de 1000 personnes, parce qu'il est au Palais Royal, il est à l'intérieur du pouvoir depuis 40 ans, et donc probablement qu'il a son mot à dire sur les nominations, sur les directions, sur les relations diplomatiques, sur les investissements étrangers, etc., etc. Donc, il a un pouvoir extraordinaire. Et Alors, pour moi, il paraît que c'est faux, qu'il n'a aucune main mise sur le Marzen Azoulay. Moi, il a aucune forme d'influence sur les prises de décision de la monarchie. C'est ce qui se dit, hein, après. Voilà. Non, ça dépend dans quel domaine. Il y a des domaines où, je ne sais pas moi, par exemple sur la Moudouana, ou bien sur le domaine agricole, ou je ne sais pas, enfin voilà, André Azoulay n'a pas envie d'intervenir, enfin voilà. Mais André Azoulay va intervenir sur l'orientation politique du Maroc, par exemple. Vous savez, moi j'avais dit que André Azoulay a permis en 30-40 ans de rendre le sionisme acceptable, en tout cas les Israéliens, acceptable par
l'establishment marocain. Voilà. C'est-à-dire, vous savez, il organisait des festivals, des rencontres, des hommes politiques venaient au Maroc comme comment elle s'appelle déjà celle-là? Bon, j'ai oublié le nom. Donc il a favorisé cette. Il a rendu, comment dire, la présence israélienne acceptable par l'establishment marocain. Voilà. Et donc il a fait un travail énorme. Jusqu'au point de normaliser et puis d'aujourd'hui collaborer militairement. Bien sûr, mais tout ça, ça a été son travail. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit le résultat. Vous savez, c'est pas tombé du ciel. Cette normalisation économique, militaire du renseignement, et cet amour. Enfin, je veux dire, même on permet maintenant aux Juifs marocains, anciennement marocains, de récupérer des terres qu'ils avaient. Enfin, donc de manière illégale. Et on réécrit l'histoire aujourd'hui. Il paraît que c'est des fake news, monsieur, ça. Je crois non, pas. mais je sais pas. Bon, là, vous venez de dire certaines, comme cette histoire de récupérer des terres, donc c'est bien réel, ça existe bien. Pour moi, ça existe. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien, merci, monsieur Cohen. Il y a Arsenic qui voulait intervenir une dernière fois. Je vais lui redonner la parole. Allons-y. Oui, bonsoir. Donc, je vais rejoindre monsieur Cohen vite fait avant de poser ma question. Oui, la télévision marocaine, je l'ai entendu, a autorisé plus de 800 000 juifs marocains à réclamer leurs biens au Maroc. La seule chose qu'il leur est demandé, c'est une preuve que leurs ancêtres habitaient bien une région, une ville ou un quartier, peu importe, et qu'ils possédaient un terrain sans document. Ça veut dire que le juif marocain, sans document, il peut dire cette terre-là, cette maison-là appartenait à mon grand-père. Eh ben, les autorités marocaines vont lui accorder. Ça, c'est clair et net. C'est la télévision publique marocaine qui le dit. Donc, voilà. La question que je voulais vous poser, monsieur Cohen, que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que Trump est très fort. Alors là, il est vraiment très fort. Il s'est pris une branlée. Il s'est pris une branlée par les Houthis. Le porte-avions Truman s'est fait défoncer, ainsi que plusieurs bateaux de guerre américains. Le président Trump a demandé une médiation par l'intermédiaire de Oman pour un cessez-le-feu avec les Houthis. Les Houthis ont accepté, on dit à Trump, OK, on accepte, on ne touchera pas les navires de guerre américains, ni les bateaux commerciaux américains. En échange, tout bateau sioniste ou tout bateau qui se rend dans l'entité sioniste sera massacré. Et Trump a accepté. Vous en pensez quoi, M. Cohen? Vous savez, il m'est difficile de... Comment dire? Ce sont des choses ultra secrètes, ultra discrètes qui peuvent se passer. Et voilà, pour être au courant de ces arrangements, je crois qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant. Et donc, on peut supposer, mais vous savez, donc, ce sont des arrangements qui se passent entre personnes à un niveau vraiment très, très profond, au niveau les chefs de renseignement, chefs militaires, etc., et qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Et donc, moi, je ne peux pas me prononcer. Voilà. En tout cas, vous voyez bien que les Américains ne bombardent plus le Yémen. On est bien d'accord. Oui, d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Hein. Non, il y a pu y avoir. Il y a eu certainement un accord qui est passé par Oman, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cet accord? Ça, vraiment. Alors, c'est le porte-parole des Houthis, je n'ai plus son nom en tête, c'est sous le J2R, je vous invite à aller voir, le porte-parole des Houthis qui s'exprime en vidéo, et c'est lui-même qui le dit. Il dit, voilà, on a fait une trêve avec les Américains, mais tout bateau sioniste ou tout bateau qui se rend dans l'entité sioniste sera déglingué. C'est lui qui le dit, c'est officiel. D'accord. Okay. Non, mais lui aussi, il le dit, mais est-ce qu'il dit tout ce qu'il sait? Est-ce qu'il, voilà, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il a le droit de dire
de tout ce qui a été conclu secrètement avec X ou Y. Et puis, est-ce que ça va tenir? Peut-être dans un mois, il y aura un bombardement américain, j'en sais rien. Donc, en fait, c'est très compliqué de baser enfin, d'abord de savoir ce qui s'est vraiment dit, ce qui s'est vraiment négocié. C'est très compliqué, voilà. Je sais pas. Très bien. Ok, je vous remercie en tout cas. Merci Ouais. beaucoup pour votre réponse. Merci. Merci à toi, Arsenic. À bientôt. Salam alaikum. On arrête là? Monsieur Cohen, juste vite fait pour conclure, hein, vu qu'on a quand même à 1h15, il y a 2 petites questions vite fait sur le chat en quelques mots. Voilà, si vous pouvez Oui, vite fait répondre. oui. Donc, il y a l'alliance entre le sionisme et l'extrême droite en France, l'extrême droite pardon, française et européenne va-t-elle éclater avec le temps? Première question, si vous pouvez répondre Ouais, brièvement. moi, à mon avis, elle va se renforcer avec le temps. D'accord, très bien. Ouais. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci, Monsieur Oui, Cohen. Autre question. Est-ce qu'il y a une chance, même petite, que la situation de paix vienne de la diaspora juive dans le monde et qu'elle puisse faire plier la détermination de Netanyahou? aucune chance. Aucune. Les voix juives critiques ou indépendantes, elles sont isolées et le sionisme a fait même base sur les institutions juives dans le monde. Ce qui fait que quand il y a des voix juives qui s'expriment, il y a des voix juives, par exemple aux États-Unis, bon, les noms m'échappent, Mersheimer par exemple, il y a des voix juives, mais qui sont isolées et donc elles n'ont aucune influence, elles ne pèsent d'aucun poids sur les organisations juives communautaires. C'est-à-dire le sionisme a fait main basse et contrôle quasiment toutes les institutions juives et donc ces voix juives qui s'expriment de manière isolée et donc elles n'ont aucune influence sur l'évolution du sionisme. Très bien, merci Monsieur Cohen. Donc pour les questions, on va s'arrêter là. Juste moi, Monsieur Cohen, pour conclure, j'avais 2 petites choses à vous dire et Oui. bon, vous êtes au fait, c'était concernant le décès du général de la Ward. Donc lui rendre un petit hommage. Je sais que vous faisiez des émissions avec lui. Vous aviez vous aviez eu quand même quelques échanges avec lui. Oui, Donc oui, bien sûr. Ben, c'est quelqu'un qui était admirable, que j'ai eu la chance, le privilège de partager quelques vidéos avec lui, d'échanger, d'être agréablement surpris quand il m'a dit qu'il avait appris les Sayanim grâce à mon livre, etc. Bon, ça fait toujours plaisir. Et puis, il avait des analyses et il avait le courage. Malheureusement, c'est une qualité très, très rare. Vous savez, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui, des militaires ou des universitaires, etc., ou des journalistes et tout, des politiques, mais qui n'osent pas aller au bout de leurs pensées. Et lui, il a eu ce courage. Et ça, c'est une très grande qualité qu'il avait. Voilà. voilà, très bien. Et puis, écoutez, ouais, paix à son âme, effectivement. Bon, il avait été celui qui avait osé hein, dans les médias dire les choses. Hein, voilà. Et Oui. on va lui rendre hommage. Donc, paix à son âme. Et autre chose, Monsieur Cohen, c'était, je suppose que vous avez entendu aussi le coup de pression mis à Pierre Jovanovic. Oui. Oui. Voilà, un petit mot Ah oui, là-dessus non. aussi. C'est incroyable ce qu'on a essayé de lui faire. On a essayé, heureusement qu'il n'était pas chez lui, parce que si on a failli l'interner en psychiatrie. Et ça, je veux dire, quand on en arrive là, moi j'ai l'impression que la France et l'Europe se dirigent vers une forme de dictature. C'est hallucinant. Et j'ai l'impression que c'est presque, on est dans une voie vraiment dangereuse. Et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. Au contraire, j'ai l'impression que ça va s'aggraver. Et il y a des jours difficiles qui nous attendent. Hein. Parce que là, ils sont prêts à tout. Quand on peut se permettre, même évoquer et faire en sorte
d'emprisonner un type comme lui et de le mettre en psychiatrie, ça veut dire qu'ils sont capables de tout. Enfin, d'ailleurs, ils ont déjà annulé des élections. En Allemagne, ils vont interdire quasiment un parti politique, le premier parti politique, etc. Et donc l'Europe va vraiment vers une dictature à la soviétique. C'est hallucinant. Exactement. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, effectivement, donc Pierre Jovanovic donc a eu la visite donc du GIGN, hein, le RAID, hein, et donc c'était un coup de pression pour peut-être éviter la sortie de son livre, hein, un livre de 2008, je crois, c'est ça? 2008, oui, oui. Voilà, 2008. Sur la thèse qu'il défend, c'est que ça a été volontairement fait par les banques pour se ramasser un fric fou et siphonner l'épargne des citoyens en Occident. Voilà. Affaire à suivre. Merci à vous, Monsieur Cohen, en tout cas. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous en prie. Bonne soirée à tous. Bon week-end. Salam alaikum. Bonsoir, bon week-end. Ciao. Alors, les amis, on va conclure cet entretien, cette chronique avec, je vais vous montrer, je vais vous faire passer la petite vidéo. Je crois que je l'ai ici. Alors, bougez pas, que je retrouve ça. Normalement, je dois l'avoir ici. Je regarde. Hop, hop, hop. Bon. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Non, malheureusement, elle n'est pas là. Donc, je vais la retrouver là. Voilà. Ici. Et on va rendre hommage au général de la Ward. Hop. Tac. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Normalement, c'est ça. Non, bing, là. Voilà, c'est ça. OK. Dans la tribune diplomatique internationale. Et dans la tribune diplomatique internationale, on vous posait la question de savoir si les élections avaient été truquées aux États-Unis. Et je vais lire votre réponse pour éclairer un petit peu de qui vous êtes, puisque vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes ni LR, ni FN, ni etc. C'est-à-dire, vous essayez de faire passer auprès des Français l'idée que vous êtes apolitique. Donc, je vais essayer de répondre pour éclairer les Français sur la nature de l'émetteur que vous êtes. Donc, on vous pose la question, la tribune diplomatique internationale, l'hypothèse d'une fraude importante appliquée à quelques États clés le jour du scrutin est-elle crédible? On parle des États-Unis. Mon intime conviction me dit que oui, car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique occidentale dont nous savons qui la contrôle de me convaincre du contraire. Donc, j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Vous savez bien. Ah non, regardez, mais moi, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Pardon? Qui? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, ben alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter. Voilà les amis, donc c'était pour rendre hommage au général de la Ward qui nous a quittés cette semaine, paix à son âme, que la paix soit sur vous et soit sur
tous les Palestiniens qui vivent bien sûr des moments très difficiles. Une grande pensée à eux, bien sûr aussi. Alors, il y a, je voulais en parler parce que j'avais oublié d'en parler aussi. C'était la marche pour Gaza qui est organisée par plusieurs collectifs en Europe qui vont entamer une marche, je crois, ou qui l'ont déjà entamée pour se rendre à Rafah pour demander l'ouverture immédiate des frontières pour laisser passer l'aide humanitaire. Donc, si jamais il y a une émission qui est prévue demain, toute la journée, non pas demain, pardon, excusez-moi, dimanche, normalement, donc je vous mettrai peut-être le lien ou peut-être que même je retransmettrai cette émission. Donc, pour cette marche pour Gaza qui est organisée pour demander l'ouverture de Rafah, des frontières pour l'aide humanitaire. Voilà les amis, excellente soirée à vous, que la paix soit sur vous, à bientôt, à la semaine prochaine, salam alaikum.